À l'origine, l'île Maurice était vide d'hommes. En 1715, la France annexe l'île et y développe l'économie sucrière grâce à la traite et aux milliers d'esclaves venus principalement d'Afrique, de Madagascar et parfois d'Asie. En 1810, les Britanniques s'emparent de l'île située sur la route des Indes, mais laissent aux colons français leurs plantations et leurs us et coutumes. L'abolition de l'esclavage est décrétée en 1835. Les esclaves sont remplacés par une main-d'œuvre bon marché. C'est le début d'une immigration massive d'Indiens et celle moins importante de Chinois pour le commerce. À cette période, les descendants des colons et les métis sont désignés par le terme créole qui signifie né dans l'île comme partout ailleurs dans le monde. Mais les franco-mauriciens rejettent cette appellation à la fin du XIXe siècle car elle prend une connotation péjorative puisqu'elle signifie l'enracinement insulaire, le local, ce qui va à l'encontre de la tradition vieille France qui rattache les colons à la métropole. D'autre part, les esclaves ne voulant plus être appelés noirs s'approprient le terme créole. En 1968, l'île Maurice cesse d'être une colonie anglaise et accède à l'indépendance. Aujourd'hui, les Mauriciens se côtoient et vivent l'expérience du métissage et de la multiculturalité. Pour des raisons politiques, la population est institutionnellement divisée en 4 grandes communautés. Les Indo-Mauriciens majoritaires, les musulmans, les Sino-Mauriciens et la population générale composée des Franco-Mauriciens blancs et des Créoles noirs ou métis. C'est un héritage colonial qu'on est même arrivé à faire inscrire dans un annexe de notre constitution. Derrière toute cette construction mentale, c'est une logique éminemment antidémocratique. Je crois que ces catégories qu'on appelle les catégories ethniques ont été pour les Britanniques des catégories fonctionnelles. Hein, pour les dire. Souvent on dit que c'est le pouvoir colonial qui a divisé les gens. Je ne suis pas sûr que c'est ça. Mais les musulmans, eux-mêmes, ils ont demandé d'être séparés pour des besoins électoraux. Ok, parce qu'ils s'étaient éparpillés à travers le pays, donc comment avoir une représentation? Mais vous savez que les Britanniques ont refusé jusqu'à la dernière minute d'ethniciser la Constitution. Ce sont les Mauriciens qui ont imposé cela. Encore une fois, c'est un système qui repose sur des aberrations, qui a été totalement remis en question par des jugements de la Cour suprême, parce qu'on interdit à un certain nombre de Mauriciens de se porter candidats à nos élections législatives sans qu'ils aient à se classifier dans telle ou telle communauté. Mais à cette question politique s'ajoute un problème économique. Après 40 ans d'indépendance, l'île Maurice a un taux de croissance de 6% et représente un modèle de développement pour les pays du tiers-monde. C'est le pays africain le plus développé après l'Afrique du Sud, grâce à ses zones franches, son industrie textile et surtout son tourisme de luxe. En effet, avec une croissance multipliée par 2 en 4 ans et 1 million de visiteurs en 2008, le tourisme est le pilier principal de l'économie mauricienne. Pourtant, ce développement ne profite pas à tout le monde. Il existe une véritable fracture sociale dans une île qui ne s'est pas tout à fait débarrassée des héritages coloniaux. Une partie de la population est en effet dans une situation de pauvreté et d'exclusion, et les séquelles de l'esclavage font que cette pauvreté touche en majorité la communauté dite créole. Il y a un système social qui défavorise le créole d'origine africaine ou malgache, le créole d'origine noire. Les chiffres, les données sont là.
Il y a des pauvres, dans toutes les communautés il y a des pauvres, peut-être sauf les blancs, mais la grosse masse des pauvres se trouve être parmi les créoles. Ils sont, d'un point de vue professionnel, beaucoup plus des journaliers, ils vivent beaucoup plus en ghetto, donc un taux d'analphabétisation assez important. La faute revient à une politique ultra-libérale dans un contexte de mondialisation avec un discours unique. C'est ce discours qui est en train de créer des malaises identitaires à travers le monde. Dans le cas de l'île Maurice, elle frappe de plein fouet le groupe créole. Ayant un accès limité à l'emploi, les créoles, majoritairement pêcheurs, vivent souvent au jour le jour. Au sein même de la communauté dite créole, catégorie aux limites floues regroupant les Noirs et les Métis, la couleur est un des éléments qui définit la place des individus dans l'échelle des représentations. Mais l'appartenance sociale est également déterminante et semble être le paramètre le plus discriminant. Le terme créole a une connotation sociale. Quand vous dites quelqu'un créole, il est aussi au bas de l'échelle sociale. Le mulâtre, au plus haut, et puis le franco-mauricien, encore plus haut. Ah, bon, je ne peux pas te situer exactement dans quelle catégorie on était. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on n'était pas des blancs, mais on n'était pas des noirs non plus. Alors pour moi, c'était très dur parce que par exemple, quand j'étais à l'école, donc enfant, innocente, toutes mes amies qui pouvaient être blanches, je n'étais pas reçue chez elles pour les fêtes d'anniversaire, etc. Parce que je ne portais pas un nom dit blanc. Mais je ne pouvais pas non plus aller chez des amis qui étaient noirs parce que mes parents ne m'interdisaient. Et même, je dirais même des cafés au lait, il y en avait certains qui avaient un nom, peut-être un nom un peu mélangé avec des hindous, etc. Là non plus, je ne pouvais pas fréquenter ces gens-là. Donc je me souviens qu'à mon adolescence, où je commençais à prendre vraiment conscience de ça et à vraiment souffrir de ça, je me suis souvent posé la question, mais je suis quoi ? Je ne suis pas noire, je ne suis pas blanche, ceux-là ils sont trop noirs, l'autre il est trop blanc. Alors dans le langage créole, il y a créole nation. Alors le créole nation, c'est un créole qui se veut pur. Le négro créole resté pur. Alors il y a ce qu'on appelle le créole fer blanc. Bon, ils ressemblent à des Amérindiens, ils ont les cheveux droits, ils sont teint olive et autres. Mais c'est un ensemble qui possède ce que j'appelle hardcore, comme dit l'anglais. Le côté dur, son noyau dur qui est le négro créole, et il se dilue jusqu'à ce qu'on appelle, et que l'anglais appelle le white creole. La couleur de peau, elle est un élément important, mais elle n'est pas un facteur, c'est pas le facteur unique. Le niveau d'éducation est un facteur important, le niveau social. C'est-à-dire que vous pouvez être noir de couleur et être bien éduqué et être assimilé à une personne de couleur, c'est-à-dire à la bourgeoisie créole finalement. Et vous pouvez être blanc et être pauvre et n'être pas éduqué et vous êtes considéré comme un créole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système esclavagiste tel qu'il fonctionne est un système hiérarchique de couleur. Donc les libres, les premiers esclaves à être affranchis, qui étaient de parents mixtes, ont tout de suite pris leur distance du monde esclave pour exister. Et il fallait nier en fait la part noire de son identité et s'identifier à la part blanche de son identité pour pouvoir trouver une place dans cette hiérarchie, trouver une place favorable. Donc l'identité des libres s'est construite sur ce paradoxe qu'on est descendant d'esclaves mais qu'il ne faut absolument pas, il faut le nier pour exister. Et on voit cette réaction surtout dans la bourgeoisie créole. Elle veut s'isoler, elle ne veut pas être définie comme créole. D'ailleurs, elle ne participera pas au combat. J'ai des amis même qui sont de population mixte, on dirait population générale, population créole, mais qui jamais ne diraient qu'ils sont créoles, ils sont en population de couleur. Une fois qu'ils ont compris l'importance de la scolarisation, ils sont arrivés à avoir une promotion sociale, ils ont quitté le milieu
ce que j'appelle négro-créole, et ils ont fait comme l'anglais dit, ils ont regardé avec dédain un milieu dans lequel eux-mêmes étaient issus. Par conséquent, bien qu'au niveau institutionnel, le terme créole définisse la population noire et métisse, dans le langage courant, il est le plus souvent une appellation générique pour désigner les individus de couleur noire en bas de l'échelle sociale. En revendiquant ses origines africaines et son passé lié à l'esclavage, cette population veut donner une justification à son combat contre l'exclusion. Ils sont partis des plantations et puis on les a abandonnés tout court. Donc pour les besoins de recensement, ils auraient dû garder ce terme ex-apprenti uniquement pour la politique sociale et les aider après l'abolition. Mais on les a regroupés et c'est ça qui a engendré, je crois, l'oubli dans la politique sociale. Et donc cette marginalisation économique, je pense, a continué au fil des années au XXe siècle. Et ça n'a jamais été résolu. Maltraitance dans la distribution des terres, maltraitance dans l'accès au crédit, maltraitance dans le mépris de la culture. C'est vrai qu'il y a eu peut-être aussi un peu de positive discrimination dans la fonction publique. Le fait est qu'ici, on est opprimé parce qu'on est noir. Et plus on est noir, de type africain, plus on est opprimé à la fois du côté des Blancs, à la fois du côté des créoles de couleur et à la fois par les Indiens. Donc ça fait quand même beaucoup. Bien sûr, quand on commence à évoquer l'esclavage, on me dit il ne faut pas revenir sur le passé, c'est des choses passées, maintenant il faut construire l'avenir. Oui, mais nous sommes les héritiers d'une histoire qui nous a dénié notre culture, notre religion, nos traditions ancestrales, qui nous ont déshumanisés et qui nous ont exigé de nous que nous construisions notre identité sur le déni de nous-mêmes. L'esclavage donne une validité morale au combat contre l'exclusion. Parce qu'on se dit aujourd'hui, descendants d'esclaves, créoles, afro-mauriciens, le terme afro-mauricien. Mais sommes-nous en présence d'afro-mauriciens en général? Les Malgaches font à peu près 50%, nous avons 13% d'esclaves indiens, d'esclaves malais, et donc les Africains sont peut-être à 50%, même moins, de cette population d'esclaves. On a commencé à compiler le recensement d'esclaves en 1835-1826. Et vous allez voir la variété d'origine. Et donc les Mozambicains, Malgaches, créoles de Bourbon, créoles de Seychelles, Indiennes, Malais, enfin Comoriens, Guinée, et un peu de tout. Et entre-temps, la communauté créole s'est constituée à travers le métissage. Ce qui veut dire que la notion même de descendants d'esclaves, il faut le remettre en question. Le créole a conscience d'être un métis, mais il veut, dans l'état actuel des choses, assumer la part africaine, la part noire de son identité, parce que cette part a été dénigrée, a été méprisée, et il faut que ce combat soit mené. C'est un peu comme le combat des Noirs américains. C'est une étape dans la reconnaissance de ce qui fait la culture créole, mais il faudra aussi reconnaître
Et que les créoles eux-mêmes reconnaissent qu'il y a dans leur identité d'autres éléments qui sont d'origine européenne, qui sont d'origine indienne, etc. Après avoir valorisé son africanité, ce groupe doit se pencher sur son indianité, qui est à la fois biologique et culturelle, pour s'assumer en tant que créole. Certains disaient avant que les Mauriciens sont des colonialistes, seulement ils mettent un vernis mauricien. Je crois le contraire. Je crois que tous les Mauriciens sont des Mauriciens, mais dans des situations spécifiques, ils mettent un vernis ethnique. Et ça, c'est pour des raisons politiques, pour des raisons qui sont un peu manipulées. Puis je crois qu'il y a aussi le fait que plus on devient proche, plus on veut se différencier. Les Mauriciens commencent à avoir le même mode de vie, les mêmes aspirations, etc. Mais en même temps, il faut se différencier. Le problème, c'est que, vous savez, c'est aussi vrai que l'ethnicité, c'est très à fleur de peau. C'est des choses qui, c'est irrationnel. La créolisation de toute la société est un fait, même si beaucoup ne se disent pas créoles. La majorité de la population a une part de métissage, même si elle ne veut pas toujours le reconnaître. Puis, même je dirais, pour moi, la société mauricienne dans son ensemble est une société créolisée. Mais là, on se heurte peut-être à la logique indienne, qui est une logique beaucoup plus ethnique dans sa définition que la logique créole. Allons dire que le peuple créole, la culture créole est une culture ouverte. Elle peut intégrer d'autres éléments, encore aujourd'hui, tandis que la culture indienne se définirait d'une manière beaucoup plus fermée, allons dire. Donc là, je crois qu'il y a des logiques identitaires aussi qui sont à l'œuvre dans la société mauricienne qui sont contradictoires. Moi, j'ai des amis hindous qui ne voudront pas se définir comme créoles, même s'ils reconnaissent que le créole est leur langue, que la population mauricienne est une population créolisée. Donc il y a des tabous dans cette affaire parce que l'île Maurice fonctionne sur le schéma de la race pure. Tous les observateurs qui viennent à Maurice à cette époque vous disent que le créole, le noir, est en train de disparaître. Mais il est en train de disparaître parce qu'il est en train de se métisser en grande partie avec les Indiens. Parce que les Indiens qui arrivent sont essentiellement des hommes seuls. Ils vivent dans des camps et le camp est déstructurant. Non, mais il y a en même temps, on a créé l'image de l'Indien qui garde sa pureté raciale, sa culture d'origine. Donc il ne s'est pas mélangé, mais c'est totalement faux. On voit déjà, en 1946, l'étendue du métissage à tel point que le commissaire du recensement en 1981 disait que les catégories, ces catégories de division indienne, population générale, ne sont plus opératoires parce qu'il y a eu le métissage. Par exemple, je crois qu'il y a tout un travail à faire au niveau de la communauté indo-mauricienne, au niveau des pratiques. Est-ce que ce sont des pratiques réellement indiennes ou ce sont des pratiques hybrides? Même le système de caste. Le système de caste à Maurice, par exemple, est une aberration totale qui n'a rien à voir, alors là, strictement rien à voir avec le système de caste de l'Inde. Les Indiens de l'Inde actuellement les considèrent les Hindous comme des créoles.
parce que d'abord la langue, le style de vie, et les repères et tout ça. Nous sommes des Mauriciens, donc nous sommes créolisés quelque part. Peut-être que c'est le terme de créole qui fait difficulté. Si nous ne voulons pas nous définir comme créoles, mais nous devons au moins dire que nous sommes créolisés. C'est-à-dire vraiment un métissage culturel, linguistique, artistique, mais aussi une façon de vivre surtout. C'est une façon de vivre, une façon de penser, une mentalité, la créole. Et d'ailleurs, c'est véhiculé par une langue. Tout le monde parle créole à l'île Maurice, quelle que soit sa communauté, quelle que soit sa religion. Et justement, mais ce que je dis, c'est que nous sommes tous des métis. Si ce n'est pas biologiquement, c'est aussi culturellement. Moi, je cause un langage créole. Je mange un manger créole avec une toute qualité cari mélangée, cari chinois, indien, africain, pakistanais, européen. Et comme je tout moi, je trouve beaucoup d'affaires créolité dans son architecture, de façon vivre bandimoun. Le banyan, c'est un arbre sacré dans l'hindouisme, dont les branches forment de nouvelles racines. Et tout ça s'enchevêtre tellement qu'à la fin, on ne sait plus où est le tronc, où est la racine, où est la branche. Et pour moi, disons que c'est une illustration de la complexité finalement de la créolité. Moi, je crois que c'est cela qui permet à la créolité d'être si plastique, si ouverte. La créolité serait donc une affaire de comportement, on peut même dire une question de culture. Il reste quand même, et c'est le paradoxe, que si c'est un mot fourre-tout, c'est aussi un mot qui peut emprisonner, surtout quand il se mêle à l'idée de race. À Maurice, la peau et les mots résistent encore pour dire l'identité.